Toujours avec beaucoup de plaisir, merci d'être là. Ici, on ne parle pas seulement du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Parce que vous êtes francophone, malheureusement, la mentalité se limite seulement autour de la francophonie et la francolatrie, et c'est une tristesse profonde. Ici, on est là pour tous ceux qui veulent élargir leurs connaissances, tous ceux qui veulent discuter des choses qui sont vraiment importantes dans le contexte général. Aujourd'hui, on parle de l'Angola. Okay? L'Angola est un pays très intéressant. Voilà la carte. Je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent. Très peu y sont déjà allés. Je vous encourage de faire un tour là-bas. C'est un lieu très intéressant. La mentalité angolaise, en effet, si vous voyez un homme angolais, il n'a absolument rien à voir avec cela. Non, non, non. Ne vous en faites pas. Ils ont un complexe de supériorité justifié. Complexe de supériorité justifié. Parce que de nature, l'Angolais, pour la plupart des cas, on ne parle pas de tout le monde évidemment, ça ne peut jamais remplir la droite et la définition de tout le monde, ils sont en général dans un complexe de supériorité justifié. L'Angola, un pays très intéressant, vient de découvrir des sources presque intarissables de gaz naturel. Incroyable. Allez. L'Angola découvre d'importantes réserves de gaz naturel. D'après les premières évaluations, on estime une présence de plus de 1000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Félicitations, c'est beaucoup. Allez, again. Félicitations à l'Angola. C'est évidemment beau parce que naturellement, l'Angola est connu pour être un pays qui produit le pétrole. Ça pourra en tout cas diversifier un tout petit peu leurs sources de revenus. Vous savez, on dit, on ne place jamais tous ses œufs dans un même panier. C'est un proverbe correct. Ah oui, peu importe ce que vous faites dans la vie, si ça marche, tant mieux. Il faudrait bien acclamer. Mais si ça ne marche plus, vous faites comment? Ouais, il y a un temps pour tout et généralement, même les choses qui marchent les mieux ne marchent pas toujours très bien du début à la fin. Il y a un moment où ça marche vraiment bien. À un certain moment, vous travaillez dans la nostalgie du passé. Un conseil pour vous, diversifier ce que vous avez, c'est toujours pour le bon. La vie en Angola est très chère, les amis. Okay? La vie est très chère. En effet, Luanda a été votée la ville la plus chère du monde. Ah oui, la plus chère du monde. Ceci évidemment pour expliquer pourquoi l'Angolais en général a ce complexe de supériorité justifié dans beaucoup de cas, parce qu'il est en capacité de se fournir cette vie malgré le fait que sa ville soit la plus chère du monde. Le logement, les biens qui sont souvent importés, la sécurité, la logistique coûtent très cher en Angola. C'est assez normal parce que l'Angola, en plus du pétrole, a aussi le diamant, qui à un certain moment a invité beaucoup d'étrangers, y compris les Aïwa. Malheureusement, l'Angola a plusieurs défis et parmi lesquels, ce sont les mines antipersonnelles. Oui, les mines antipersonnelles que vous connaissez certainement sont ces devices qu'on place pendant les guerres qui explosent aussitôt que la personne qui l'avait piétiné retire sa jambe. C'est incroyable. L'Angola fait partie des pays les plus dangereux au monde par rapport à ce fait. Et jusque-là, les grandes parties de terre, malheureusement, n'ont pas été nettoyées. Alors, d'où viennent ces mines? Les mines sont un fruit de la guerre qui s'est passée en Angola, on en parlera tout de suite. La guerre entre Noirs. C'est bien triste. Les Noirs angolais, qui après avoir lutté contre l'homme blanc, le Portugais, sont restés en lutte de pouvoir. C'est-à-dire, ils se sont battus pour le pouvoir et se sont entretués pendant près de 30 ans. C'est incroyable. Voilà pourquoi je vous dis souvent, moi j'ai du mal à croire que les Noirs aiment les Noirs. Okay? Avec le temps, je commence à percevoir la mentalité des Noirs comme une mentalité totalement à côté, par rapport à la généralité. Les Noirs, généralement, s'associent quand ils ont un ennemi commun. C'est seulement ça. Quand il faut s'associer pour bénir, ils ne peuvent pas être là. Quand ils peuvent s'associer pour détruire quelque chose à part, là, ils sont bons. Mais quand ils restent seuls, sans dégâts, le dégât commence par le simple fait qu'ils sont ensemble. C'est ça. Il y a toujours l'un qui veut dominer sur l'autre. Ils sont en incapacité. Et on en parlera ici. On continue. Les mines continuent à faire des victimes aujourd'hui. On estime à 88 000 le nombre de victimes seulement cette année. Et jusqu'à 5 000 blessés en 2024. C'est beaucoup. Okay? Imaginez-vous, vous faites la guerre à quelqu'un. Parce que vous ne voulez pas aller affronter quelqu'un comme ça directement. Par trouillardise peut-être. Vous dites, bon, je vais placer les mines. Vous placez les mines pourquoi? Il faut se battre. On va passer. Alors, pour trouver des solutions, évidemment, on essaie de déminer, mais c'est très difficile. Parce que quand vous minez sans faire des répertoires de là où vous avez miné, ça devient très compliqué. Ou quand les personnes ou les documents disparaissent, on ne sait pas vraiment établir où sont les mines. Okay? Donc, ça devient très compliqué. Jusque-là, on a fourni beaucoup d'efforts pour essayer de trouver des moyens de déminer parce que beaucoup de personnes sont victimes, malheureusement. Il y a des gens qui vont faire l'agriculture, les gens qui vont dans la forêt pour quelconque raison, les gens qui vont marcher dans des endroits peu connus. S'éclatent. Et c'est une triste nouvelle pour un pays en voie de développement aujourd'hui. Alors, on se sert des rats. Oui, des rats. Le cousin de la souris. Les rats sont entraînés, les rats sont éduqués. C'est les rats qui vont détecter où se trouvent ces mines. Les organisations telles que Apopo déploient des rats entraînés et des équipes manuelles pour déminer les zones dangereuses et sensibiliser la communauté. En 2024, ils ont déminé plus de 1 million de mètres carrés de province de Kwanza-Sul et atteint les milliers de personnes grâce à des sessions d'éducation. Donc on fait un travail là-dessus.
L'Afrique du Sud a fourni beaucoup d'efforts pour aller récupérer les dépouilles de leurs ressortissants qui sont partis en Angola. En effet, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, beaucoup de Sud-Africains noirs sont partis en Angola comme base arrière pour essayer de revenir chez eux, faire la guerre et récupérer le pays. Mais malheureusement, comme vous pouvez vous imaginer, comme la vie se passe normalement, les gens de fois meurent, ok? Et beaucoup sont morts. Les Sud-Africains, contrairement à votre pays, sont partis chercher les siens, les leurs, en Angola. Ils sont partis chercher les leurs. Bon, ils ont essayé de récupérer certains, mais jusque-là, il y a 400 qui manquent. Et parmi ces 400, on estime que certains ont été enterrés dans des endroits qui sont minés. Et on ne peut malheureusement pas y aller comme ça, sans essentiellement faire un travail. Alors, les Sud-Africains, comme ils sont assez développés dans la tête, mieux que vous, il ne faut pas vous fâcher, il faut mettre la pression contre votre gouvernement pour qu'ils avancent. Ils sont partis négocier avec une entreprise australienne dans l'objectif de les aider à déminer certains endroits de l'Angola pour récupérer les dépouilles des freedom fighters sud-africains qui ont été enterrés en Angola. Maintenant, parlons de la guerre civile en Angola. Avant la guerre civile, il y avait la guerre de l'indépendance. La guerre de l'indépendance a commencé en 1961 et a pris fin en 1975. Là, c'était les Noirs qui combattaient contre les Blancs. Okay? Les Noirs ont combattu les Blancs. En 1975, les Portugais ont dit « Ok, d'accord, nous allons quitter. On ne peut plus rester parce que voilà, ces gens se battent. Ces Noirs ont décidé d'être forts. On va partir. » Parmi ceux qui combattaient les Blancs, il y avait 3 groupes. Le UNITA de Jonas Savimbi, le MPLA d'Eduardo Santos et le FNLA. Ils ont combattu ensemble en tant que Noirs contre les Blancs et ils ont gagné la guerre. Mais après avoir gagné la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque Noir veut souvent être le premier Noir à avoir accompli ça. Le chef de tous les Noirs, le boss de tous les Noirs, le Noir le plus gros, le Noir le plus élancé, le Noir le plus riche. Voilà, au lieu de partager, chacun voulait prendre la base. Le MPLA a saisi Luanda, qui est la capitale, et s'est déclaré comme gouvernement officiel. En faisant ça, le UNITA s'est fâché le NFLA. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas vous déclarer comme gouvernement, c'est inacceptable. Ils ont commencé la guerre. C'est comme ça, ils ont commencé la guerre entre eux. Ils se sont entretués comme pas possible pendant près de 30 ans. Et c'est triste de voir, c'est toujours comme ça avec les Noirs. Non, il ne faut pas vous fâcher. C'est toujours comme ça avec les Noirs. En Afrique du Sud, ils ont combattu contre l'apartheid pendant très longtemps. Et on le loue pour ça, qu'ils étaient courageux tout le bazar. Après l'apartheid, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a des tueries liées à la politique. Il y en a beaucoup. On a même créé une unité qui a pour objectif de faire des enquêtes seulement sur des tueries de politiciens. Donc il y a des politiciens qui sont tués par d'autres politiciens qui sont noirs dans un pays où ils ont lutté contre les Blancs. Voilà pourquoi on vous dit les Noirs s'unissent quand ils ont un seul ennemi. Je suis désolé de vous dire la vérité, c'est ça. C'est ça la vérité. Je vous dirai toujours la vérité. Je ne suis pas là pour chercher des fanatiques ou des gens qui m'applaudissent. Les Noirs s'unissent quand ils ont un ennemi commun. Quand l'ennemi commun disparaît, c'est entre eux qui commencent à se tuer. Au Soudan, le Soudan était un seul pays dans le passé. C'était le plus grand pays d'Afrique. Les Noirs du Sud accusaient les Arabes du Nord d'être égoïstes. Les Noirs disaient que les Arabes n'investissaient pas dans le sud du pays. Ils ont commencé la guerre. Pendant cette guerre, les Noirs ont exigé à ce que le pays soit divisé en deux. Le souhait leur a été accordé. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les Dinka et les autres ont commencé à se tuer entre eux. Voilà les Dinka, les Soudanais, les grands de taille que vous connaissez. Ils se sont massacrés comme pas possible. 400 000 personnes. Il y a eu intervention d'autres pays étrangers pour essayer Incroyable. Donc c'est comme ça. Quand il y a un ennemi commun, l'arabe, ils se mettent ensemble. Aussitôt que l'arabe part, allez. Il y a combien de politiciens qui sont en prison chez vous dans votre pays? Il y a combien de gens qui ont essayé d'exprimer leurs désirs, ils ont soit été éliminés ou je suis désolé de vous dire. En fait, quand vous commencez à regarder l'Afrique d'un œil neutre, dans beaucoup de cas, vous n'aimez pas beaucoup l'Afrique. Ah oui. Et maintenant, nous partons au Cameroun. Ah ouais, le Cameroun, le pays de Roger Miller. Roger Miller. Voilà. Grand monsieur Roger Miller. Bref, au Cameroun, Paul Biya a annoncé via les réseaux sociaux. Il sait que vous êtes tous là-bas. Les coachs et tout le bazar sont tous sur les réseaux sociaux, ils vont partager. Il a annoncé qu'il se représentera à la présidence. Monsieur Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982. Ça fait combien d'années? 40 combien? 43 ans, hein? C'est ça, non? À peu près 43 ans vers 44 ans. Biya dirige le Cameroun depuis 1982, ce qui fait de lui l'un des dirigeants non monarques le plus ancien du monde. En 2008, il a supprimé la limitation des mandats présidentiels permettant la réélection indéfinie. Sa victoire en 2018, avec plus de 71% de voix, a été entachée par des allégations d'irrégularité, d'une faible participation et des défis sécuritaires. Moi, je ne sais pas, dites-moi, montrez-moi un pays africain où, après les élections, on dit que les élections étaient claires, il n'y avait pas de tricherie, sauf l'Afrique du Sud. Il n'y en a pas. Peut-être le Botswana aussi. Bref, donc M. Paul Biya va rester au pouvoir parce que M. Paul Biya estime qu'il n'y a personne d'autre au Cameroun ayant les aptitudes et les capacités cérébrales de M. Paul Biya. Êtes-vous d'accord ou pas? Écoutez, M. Paul Biya, c'est quand même grâce à lui qu'il y a Internet au Cameroun aujourd'hui. M. Paul Biya, grâce à lui, qui a quand même, vous voyez la boule là, tout ça. La vie est en train de s'améliorer, c'est quand même grâce à M. Paul Biya. Êtes-vous d'accord ou pas? Bon, même si vous n'êtes pas d'accord, vous ferez quoi contre M. Paul Biya? Il faut vous rappeler ici que au Cameroun, c'est un pays très délicat,
où même les avocats sont arrêtés, battus par les policiers. Donc, c'est la loi de Paul Biya ou pas? Vous allez crier à l'extérieur, sinon personne ne parle de M. Paul Biya. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.